Bonjour à tous, chers passionnés de Plus belle la vie. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger au cœur d'un épisode bouleversant et haletant, diffusé ce lundi 2 juin 2025 sur TF1, l'épisode 345. Un chapitre clé de la nouvelle saison qui fait basculer le destin d'Ariane. Dans cet épisode explosif, l'étau judiciaire se resserre cruellement autour d'elle. Accusée du meurtre de Durieux, Ariane flanche, se débat dans une salle d'interrogatoire où chaque mot pèse, chaque silence accuse. Tandis que les preuves s'accumulent, que les fadettes la trahissent. Et qu'un alibi fragile s'effondre, la policière vacille au bord du gouffre. Elle affirme son innocence, mais les découvertes macabres d'Idriss et Morgane, dans une consigne ferroviaire, sèment le doute absolu. Et pendant que Boé se bat avec ses états d'âme, que Patrick tente de garder le cap, et que Zoé s'effondre, seule face à l'arrestation brutale de sa mère, un nom revient en boucle, Louis Roby. Manipulé? Complice? Ou simple pion dans un piège soigneusement orchestré? Vous êtes prêt à découvrir la vérité derrière les apparences? Entre trahison, loyauté déchirée, et indices sanglants, cet épisode 345 est un véritable tournant dans l'affaire Ariane. Alors restez avec nous pour un décryptage immersion totale au cœur de ce drame palpitant qui secoue le Mistral. C'est parti! Dans la salle d'interrogatoire, les néons diffusent une lumière crue, presque blanche. Ariane est assise, les poignets libres mais l'âme enchaînée. Son regard est sombre, cerné par les nuits sans sommeil. Elle ne dit rien, attendant la suite. En face d'elle, Idriss prend place, le dossier sous le bras, visage fermé. Il l'observe longuement, sans parler, comme pour évaluer son degré de résistance. Ariane, tu sais pourquoi t'es là. Il ouvre le dossier, fait défiler les premières lignes. Le soir de la mort de Durieux, ton téléphone borne à proximité de la garçonnière. Tu as été vu dans le quartier. Tu avais bu. Tu étais seul. Et tu avais un contentieux personnel avec la victime. Il marque une pause, laisse le poids des mots faire leur chemin. Je pense que t'as dérapé. Que ce soir-là, sous l'effet de la vodka, ta colère a explosé. C'était pas prémédité. Mais t'avais la rage. Et il suffisait d'une étincelle. Ariane encaisse, les mâchoires serrées. Elle le fixe droit dans les yeux, la voix glaciale. J'étais pas avec Durieux. Alors t'étais avec qui? Un silence. Puis Ariane baisse les yeux, soupire, et lâche. J'étais avec un autre homme. Quelqu'un que j'ai rencontré ce soir-là, dans un bar du quartier. J'ai bu, oui. Trop. Mais j'ai pas tué Durieux. Idriss note, l'air sceptique. Tu peux me donner son nom? Ariane secoue la tête. Je le connais à peine. On est repartis ensemble, c'est tout. L'interrogatoire s'arrête là, pour l'instant. Mais dans l'esprit d'Idriss, un doute s'installe. Est-elle vraiment victime des apparences, ou cache-t-elle un PN de vérité plus sombre qu'il ne le croit? La nuit promet d'être longue. Et l'étau se resserre. Dans l'appartement encore plongé dans la pénombre du matin, Zoé tourne en rond. Son regard revient sans cesse vers l'horloge du salon. Il est presque midi. Sa mère n'est toujours pas rentrée. Elle vérifie une nouvelle fois son téléphone, aucun message. Rien. La voix tremblante, elle laisse un message vocal, le 4e depuis la veille au soir. Maman, je comprends pas, dis-moi juste si tu vas bien. Je m'inquiète, tu réponds pas, c'est pas normal. Elle raccroche, les yeux brillants d'angoisse. C'est alors qu'on frappe à la porte. Fort. 3 coups rapides. Zoé sursaute. Elle va ouvrir, et se fige. Boé est là, accompagné de 2 autres policiers. Son visage est grave, fermé. Derrière lui, un des agents tient un dossier et des gants. Zoé. Commence Boé, d'une voix douce mais solennelle. On est là pour une perquisition. Zoé recule d'un pas, le souffle coupé. Quoi? Une perquis? Mais pourquoi? Un silence pesant s'installe. Boé inspire, visiblement affecté lui aussi. Puis il lâche, sans détour. Ariane a été placée en garde à vue.
Zoé blêmit, vacille. Les mains tremblantes. Non. C'est une erreur. Qu'est-ce que vous racontez? Boé veut répondre. Mais il sait qu'aucune explication ne suffira à apaiser la douleur d'une fille qui voit sa mère accusée du pire. Alors, il baisse les yeux. Et pendant que les policiers commencent à fouiller l'appartement, Zoé reste là, figée, désemparée, le cœur broyé par la peur et l'incompréhension. Dans la petite salle d'audition, les néons blancs battent au rythme du silence. Ariane est assise, les coudes posés sur la table, les traits tirés, les paupières lourdes. Les heures d'interrogatoire ont laissé des traces. La fatigue se mêle à la peur, mais elle tient bon. La porte s'ouvre doucement. Patrick entre, un gobelet de café à la main. Il le pose devant elle, sans un mot. Ariane relève les yeux. Elle hésite. Puis murmure. Merci. Patrick reste debout, les bras croisés. Il ne la regarde pas tout à fait. Il y a dans sa posture quelque chose de raide, de retenu. L'homme est partagé entre son devoir et son histoire avec Ariane. Idriss continue les vérifications. Il tente de confirmer ton alibi, dit-il, la voix neutre. Ariane serre le gobelet entre ses mains, cherche un peu de chaleur quelque part. Il trouvera. J'ai rien à cacher. Patrick la fixe enfin, son regard plus dur, plus tranchant. Tu dis ça? Mais les preuves s'accumulent, Ariane. Ton téléphone a borné à la garçonnière. Tu n'as pas de témoin fiable. Et tu refuses de donner le nom de cet homme qui t'aurait accompagné cette nuit-là. Ariane soutient son regard, sans faiblir. Parce que je veux pas foutre sa vie en l'air. Il n'a rien à voir là-dedans. Un silence s'installe, lourd, épais. Patrick soupire. Tu sais que je préférerais que tu sois innocente. Mais tu dois aussi comprendre que ce que je vois là, c'est accablant. Ariane détourne le regard, mais ses mâchoires se contractent. Alors t'as déjà fait ton choix. Patrick ne répond pas. Il sort de la pièce, laissant Ariane seule, le café tiède entre les mains, et le poids du soupçon toujours plus lourd sur ses épaules. La tension est à son comble dans la salle d'interrogatoire. L'atmosphère est étouffante. Ariane, assise, fixe un point imaginaire devant elle, les traits tendus, les nerfs à vif. Patrick, debout, jette un regard dur sur le dossier qu'il tient à la main. Il avance de quelques pas, puis pose les papiers sur la table dans un claquement sec. Tu veux qu'on parle des fadettes, Ariane? Lance-t-il, la voix plus tranchante que jamais. Elle relève les yeux, méfiante. Tu as appelé le SAMU. En pleine nuit. Depuis le quartier de la Garçonnière. Tu n'as rien dit. Tu as raccroché. Un silence brutal s'abat dans la pièce. Ariane reste figée, comme clouée sur place. Ses yeux s'embuent. Elle avale difficilement sa salive. J'ai eu un malaise. Je croyais que je faisais une crise cardiaque ou, je sais pas. J'avais la tête qui tournait, j'étais paniquée. Patrick ne la lâche pas du regard. Et pourquoi avoir raccroché? Ariane baisse les yeux, honteuse. Sa voix se brise. Parce que j'ai eu honte. Parce que je me suis vue, seule, ivre, au bord du vide. Parce que je me suis dit que personne comprendrait. Qu'on penserait que je faisais du cinéma. Puis, elle s'effondre. Les larmes jaillissent, les sanglots montent, incontrôlables. Elle claque des poings sur la table, à bout de souffle. La voix étranglée par l'émotion. Je suis pas une psychopathe, Patrick. J'ai jamais voulu de mal à personne. C'est un piège. Quelqu'un a monté tout ça contre moi, j'en suis sûre. Patrick reste figé, bouleversé malgré lui. Il la voit craquer, vraiment craquer, au-delà des mots, au-delà de l'enquête. Il ne voit plus une suspecte, mais une femme seule, épuisée, qui tente de survivre. Mais les faits, eux, restent là. Implacables. Et la vérité, elle, tarde encore à se montrer. Dans la salle glaciale de garde à vue, Ariane tente de reprendre son souffle. Ses mains tremblent légèrement sur la table, ses nerfs sont à vif. Le silence est rompu par l'entrée de Jean-Paul Boé.
Il referme doucement la porte derrière lui. Son visage fermé mais marqué par une certaine compassion. Il s'avance, hésite une seconde, puis dit d'une voix basse. Ariane. Il faut que tu saches. Une perquisition a eu lieu chez toi ce matin. Ariane relève brusquement la tête, les yeux écarquillés. Quoi? Zoé était là. Elle a assisté à tout. Le coup est brutal. Ariane blêmit. Le souffle coupé, elle encaisse l'information comme une gifle en pleine poitrine. Ses mains se crispent sur la table, son regard devient vitreux. Puis, d'un seul coup, les larmes jaillissent. Non, pas Zoé. Souffle-t-elle, dévastée. Elle éclate en sanglots, brisée, le visage entre les mains. Je veux la voir. S'il te plaît, Jean-Paul. Je veux voir ma fille. Boé reste silencieux, visiblement touché, mais il sait qu'il n'a pas le pouvoir de plier les règles. Il jette un regard inquiet vers la porte. À quelques mètres de là. Dans l'open space du commissariat, Patrick débarque, l'air plus tendu que jamais. Il frappe dans ses mains pour faire redescendre la tension qui monte. Ça suffit maintenant. Tout le monde au boulot. Les regards se tournent vers lui. Certains baissent les yeux, d'autres se figent. Si on veut vraiment aider Ariane, on doit rester irréprochable. Objectif. Pas de jugement, pas de sentiment. Juste des faits. Il marque une pause, puis termine, plus grave. C'est la seule façon de découvrir la vérité. Et de savoir si oui, ou non, elle est vraiment innocente. Le silence retombe. Mais dans ce calme de façade, la machine judiciaire est lancée. Et Ariane, au cœur de la tourmente, s'accroche désespérément à ce qu'il lui reste, l'amour inconditionnel d'une mère pour sa fille. Sur la place du Mistral, l'agitation est inhabituelle. Barbara et Thomas discutent devant le bar quand un mouvement attire leur attention. Idriss s'avance d'un pas rapide, suivi de 2 policiers. Il se plante devant Louis Roby, qui vient à peine d'arriver. Louis Roby. Suivez-nous. Barbara sursaute. Qu'est-ce qu'il se passe? Idriss, sans détour, répond simplement. Il doit être entendu au commissariat. Les passants se figent. Louis lance un regard paniqué à Barbara, puis à Thomas, mais il ne dit rien. Il sait. Et dans le silence pesant, le doute s'installe. Au commissariat, dans un bureau isolé, Jean-Paul Boé reste assis devant l'ordinateur d'Ariane. L'écran est encore noir. Il ne l'a pas allumé. Ses mains reposent à plat sur le clavier, immobile. Patrick entre, sans frapper. Boé lève à peine les yeux. J'y arrive pas, avoue-t-il dans un souffle. Fouiller dans ses fichiers, lire ses mails, chercher des preuves contre elle. C'est pas un boulot. C'est une trahison. Patrick soupire. Il s'assoit en face de lui, les traits tendus. Je comprends. Mais on n'a pas le choix. C'est notre devoir. Et si elle est innocente? C'est aussi notre job de le prouver. Boé acquiesce sans conviction. Au fond de lui, une part refuse d'aller plus loin. Quelques pas plus loin, dans le couloir, Morgane échange avec un collègue en silence. Puis elle s'approche de Patrick. J'ai l'ordre d'analyser les fichiers du disque dur d'Ariane. Mais, j'ai l'impression de trahir une amie. Patrick les regarde tous les deux, l'un après l'autre. Il sait qu'il leur demande de faire l'inverse de ce que leur cœur leur dicte. Mais pour connaître la vérité, il faudra franchir cette ligne. Dans la salle d'interrogatoire, Louis est assis, le dos droit mais les doigts nerveusement crispés sur ses genoux. En face de lui, Idriss l'observe sans cligner. Son ton ferme mais mesuré. Alors Louis, vous étiez où, la nuit du meurtre de Durieux? Un long silence. Puis Louis inspire profondément, la voix tremblante mais déterminée. J'étais avec Ariane. Idriss ne bronche pas, mais son regard se fixe. Vous êtes en couple avec Barbara, non? Oui. Et je l'aime. Mais cette nuit-là, Ariane m'a appelé. Elle n'allait pas bien. Je suis allé la chercher. On a bu. On a parlé. Puis on est allé chez elle.
Il marque une pause, puis ajoute, plus bas. Elle s'est endormie sur le canapé. Et moi aussi. Mais au réveil, elle n'était plus là. Idriss note. L'ambiance devient plus pesante, plus électrique. Mais à ce moment précis, la porte s'ouvre. Boé entre, d'un pas ferme. Laisse-moi la suite. Idriss échange un regard surpris avec Jean-Paul, mais obéit. Il se lève, prend ses documents, et sort sans un mot. Boé referme la porte, puis s'approche calmement. Il débranche la caméra d'un geste lent, presque solennel. On n'est plus dans l'interrogatoire, Louis. C'est entre nous. Louis hoche lentement la tête. Il sent que le moment est venu de lâcher prise. C'est Ariane qui m'a demandé de lui servir d'alibi. Elle m'a dit qu'elle n'avait tué personne, mais qu'elle avait besoin de moi. Boé le fixe. Le visage tendu. Et tu l'as fait, pourquoi? Parce qu'un jour, elle m'a sauvé la mise. Quand j'étais au plus mal. Elle m'a tendu la main. Je lui rends l'appareil. Même si ça me brûle. Jean-Paul reste figé. Il ne sait plus s'il doit le blâmer, ou le comprendre. Car lui aussi, il aurait peut-être fait pareil. Pour Ariane. Mais maintenant? L'enquête vient d'entrer dans une nouvelle zone grise. Et les lignes entre vérité, loyauté et justice n'ont jamais été aussi floues. Dans le bureau fermé du commissariat, la tension est retombée. Mais l'atmosphère reste lourde. Louis s'est levé, marche nerveusement d'un mur à l'autre. Boé, assis, le suit du regard sans l'interrompre. Louis finit par s'arrêter, le regard déterminé. J'en suis sûr, Jean-Paul. Ariane est innocente. Il marque une pause, sa voix se fait plus grave. Tout a été orchestré. On l'a piégé. Et il faut qu'on découvre qui est derrière ça. Boé acquiesce lentement. Il sent dans la voix de Louis une sincérité désarmante. Et surtout, un écho à ses propres doutes. De l'autre côté de la ville, l'ambiance est bien différente. Dans le salon baigné d'une lumière douce, Zoé est recroquevillée sur le canapé, silencieuse. Ses yeux trahissent des nuits sans sommeil, et une peur constante de ce qu'elle ne comprend pas. Assis près d'elle, Éric la veille comme un grand frère. Il ne parle pas beaucoup, mais sa présence est rassurante. Il la protège sans faire de bruit. Soudain, on frappe doucement à la porte. C'est Thomas, un panier repas à la main. J'ai pensé que vous n'aviez peut-être pas eu le temps de cuisiner. Dit-il avec un sourire doux. Éric le remercie d'un signe de tête. Puis revient près de Zoé. Il s'assoit lentement, après un moment de silence, pose une main rassurante sur son bras. Je vais parler à des anciens collègues. Des gars que je connais. Qui ne sont pas du genre à gober les versions officielles sans poser de questions. Zoé lève les yeux vers lui, fragile mais reconnaissante. Tu crois vraiment qu'ils peuvent t'aider? Éric hoche la tête, sans hésiter. Je crois surtout qu'on ne doit pas la laisser tomber. Et toi non plus. Elle serre un peu plus fort la couverture sur ses genoux. Pour la première fois depuis des jours, elle se sent un peu moins seule. Au commissariat, Idriss tourne en rond dans l'open space, un dossier à la main, le regard dur. Sa mâchoire est crispée. Plus il avance, plus ses convictions se renforcent. On a le bornage du téléphone, l'alcool, l'antécédent avec Durieux, la disparition inexpliquée en pleine nuit. Énumère-t-il à voix haute? Devant Patrick et Morgane. Et maintenant, ce fameux alibi bricolé avec Louis. Pour moi, Ariane a paniqué. Elle a craqué, et elle a manipulé Robbie pour qu'il la couvre. Patrick ne répond pas. L'air soucieux. Il sait que l'enquête ne repose pas seulement sur des intuitions, aussi solides soient-elles. Morgane, quant à elle, s'est plongée dans le téléphone d'Ariane, l'air concentré. Elle navigue dans les messages, les notes, les captures. Rien de probant, jusqu'à ce qu'une notification archivée attire son attention. Elle clique. Et son visage change immédiatement. Attendez, dit-elle en levant une main. Idriss et Patrick s'approchent. Le lendemain de la mort de Durieux, Ariane a reçu une confirmation de location, pour une consigne automatique. Une consigne? Répète Idriss. Oui.
Une boîte sécurisée, comme celle qu'on loue dans les gares. Elle a reçu un code d'accès par SMS. Pas de mention du contenu. Idriss se redresse. Le regard étincelant de tension. Qu'est-ce qu'elle a planqué là-dedans? Patrick croise les bras, plus prudent. Ou ce qu'elle voulait cacher, à quelqu'un. Une chose est sûre. Cette consigne est maintenant au cœur de l'enquête. Et ce qu'ils y découvriront pourrait bien faire basculer tout ce qu'ils croyaient savoir sur Ariane. Le soir tombe sur Marseille. Dans la cour silencieuse du Mistral, Louis vient à peine de sortir du commissariat. Barbara l'attendait, tendue, les bras croisés sur sa poitrine. Lorsqu'elle le voit, elle court vers lui. Mais s'arrête net devant son visage fermé, soucieux. Alors? Ils t'ont relâché? Oui. Répond-il, le souffle court, le regard ailleurs. Barbara s'approche. Cherche à le prendre dans ses bras, mais Louis recule d'un pas. Son regard est flou, sa voix plus grave qu'à l'accoutumée. Je peux pas tout te dire, Barbara. Et c'est pas contre toi, c'est pour te protéger. Tu me fais peur, Louis. Il baisse les yeux, la gorge nouée. J'ai ce pressentiment. J'ai mis les pieds dans quelque chose de trop gros. Et je sens que les ennuis font que commencer. Pendant ce temps, au commissariat, une autre tension monte, sourde mais implacable. Morgane marche nerveusement dans le couloir. Ses dossiers contre elle. Son regard est perdu dans le vide, son esprit agité. Elle rejoint Boé dans la salle de pause. Tu crois pas qu'on est en train de faire fausse route? Lâche-t-elle brusquement. Idriss, il mène l'enquête à charge. Il veut absolument qu'Ariane soit coupable. Et nous, on n'a pas été meilleurs. Boé acquiesce, abattu. On a tous perdu notre objectivité. Elle mérite mieux que ça. Quelques instants plus tard, dans une gare du centre-ville, Idriss et Morgane se tiennent devant une rangée de consignes métalliques. Le code d'accès en main, Morgane inspire lentement. Idriss s'impatiente. Allez. Ouvre. Elle tape le code. Un déclic sec. La porte s'ouvre, et le monde bascule. À l'intérieur, un sac poubelle noir, hermétiquement fermé. L'odeur est lourde, suffocante. Idriss l'ouvre avec des gants. Ce qu'il découvre les glace. Un impair trempé de sang, celui de Durieux. Une arme de poing ensanglantée. Et, repliée soigneusement, des draps tachés, imbibés. Morgane recule d'un pas. La main sur la bouche. Idriss, blême, murmure. Plus de doute. On a trouvé la scène du crime. Mais une question reste suspendue dans l'air, qui a placé tout ça ici, et pourquoi? Et voilà. C'est la fin de notre résumé détaillé de l'épisode 345 de Plus belle la vie, diffusé ce lundi 2 juin 2025 sur TF1. Un épisode intense, émouvant. Et surtout crucial dans l'affaire qui bouleverse la vie d'Ariane. Alors que les preuves semblent s'accumuler contre elle, les révélations s'enchaînent, un appel suspect au SAMU. Un alibi fragile fourni par Louis Roby, et surtout, la découverte glaçante d'éléments ensanglantés dans une consigne de gare. Tout semble désigner Ariane. Pourtant, derrière ses larmes et ses silences, une autre vérité pourrait bien se cacher. Est-elle victime d'un piège savamment orchestré? Et qui pourrait vouloir la faire tomber? De son côté, Zoé lutte pour ne pas sombrer, épaulée par Eric, tandis que Boé, Patrick, Morgane et les autres policiers se retrouvent face à un dilemme moral de plus en plus étouffant. Faire leur devoir, ou protéger l'une des leurs. Une chose est sûre, le mystère s'épaissit, et ce qui vient de commencer ne fait que dévoiler la partie émergée d'un iceberg plus sombre encore. Si cet épisode vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Dites-nous en commentaire. Ariane est-elle piégée ou coupable? Et surtout, qui manipule les fils de cette affaire? On se retrouve très vite pour la suite, car à Plus belle la vie. Chaque vérité cache un mensonge, et chaque regard peut être un indice. À bientôt.